Bonjour à vous tous, à vous toutes. Est-ce que j'ai 3/4 d'heure, malgré qu'on ait un peu dépassé? Oui. Parce qu'il y a le maître du temps, là, qui... Alors, écoutez, je suis ravi d'être avec vous de nouveau. Je suis toujours heureux d'être invité en Belgique, en particulier dans cette région et dans ces deux régions. Euh, bon, je pense que Sandrine est plus fan que fanatique, tout de même. Hein, parce que le fanatisme, on sait où ça mène, alors qu'être fan, ça va, quoi. Et bon, c'est vrai que comme Alain Merkel et comme beaucoup d'autres en France et en Belgique et ailleurs, nous avons participé à- à prendre en compte dans nos métiers respectifs et dans des réseaux très ouverts la question de la précarité, qui au début était oubliée complètement partout. Mais c'est vrai que, bon, avant, je dois dire d'abord que ici, quand on vient ici, on est très bien reçu avec gentillesse, convivialité. Hier, on a été magnifiquement reçus. Il y a déjà eu aussi une analyse de la pratique très intéressante avec des praticiens de l'accès au logement où on s'aperçoit vraiment, et à l'habitat, on s'aperçoit vraiment qu'on a affaire avec des gens en très grande difficulté. Quand on écoute leur histoire, leurs difficultés, on se dit, mais il faut vraiment être presque inconscient pour accepter l'engagement avec eux. Et malgré tout, ça marche, ça aide, et on peut toujours améliorer parce que c'est difficile. Je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie aussi euh, euh, Yasmine, qui est toujours pas très loin. Et demain, ça sera près de chez toi et de chez ton association. Euh, je ne vais pas faire trop de remerciements parce qu'il y en aurait trop à faire pour tout ce qui a été fait pour préparer cette journée. Alors, je vais vous dire d'abord que vous allez peut-être être déçus parce que je suis un grand expert de la précarité, on peut dire internationale, mais sur la précarité rurale, je ne suis pas top parce que j'habite dans une grande ville, j'ai travaillé beaucoup dans les grandes villes. En France, il y avait le ministère de la ville parce qu'il y avait des violences dans les villes. C'est les violences qui dérangent. Il n'y a jamais eu de ministère de la ruralité. Il y a un ministère de l'agriculture, mais pas de la ruralité. Et c'est intéressant quand vous parlez de précarité oubliée ou invisible. Ça fait vraiment écho au fait que ça ne nous dérange pas. C'est invisible parce que ça ne nous dérange pas. Il y a quelquefois des violences, mais c'est assez rare. Les violences sont surtout in situ, ou alors c'est la violence du suicide, quelquefois les violences animales, mais il n'y a pas de violence comme dans les quartiers sensibles des grandes villes. Donc ça ne nous dérange pas, c'est sans intérêt pour nous. C'est pour ça que c'est oublié, parce que ça ne nous dérange pas directement. Ce qui nous dérange, c'est quand on est attaqué dans un quartier, quand on n'est pas en sécurité dans une ville. Oui, la violence active nous dérange, mais la violence que les gens s'infligent à eux-mêmes, on n'est pas au courant. Et ça me fait penser aussi, je suis invité bientôt à un congrès de gérontopsychiatrie sur les souffrances oubliées chez les vieilles personnes. C'est pareil. Les vieilles personnes qui ne nous dérangent pas, bon, ben, elles ne nous dérangent pas, voilà quoi. Elles vont mourir un jour toutes seules, bon, ben voilà, c'est la vie. Hein. Donc, c'est à partir de ça que je vais intervenir. Alors, ça, c'était sur la question de oublier invisible, ça ne nous dérange pas. La précarité, alors la précarité telle que nous l'entendons, je pense que c'est un peu pareil pour vous. Il y a d'une part la précarité sociale, c'est-à-dire le premier niveau de la pauvreté, une sorte de synonyme de la pauvreté. Et quand on parle de grande précarité, on parle de misère, donc ça c'est son côté social. Moi j'ai beaucoup travaillé le côté psychosocial, c'est-à-dire qui est marqué par la perte de confiance en soi, dans les autres et dans l'avenir. Pour moi, la précarité, c'est la perte de confiance d'abord dans les autres, et puis secondairement en soi, et il n'y a plus d'avenir. Et quand il n'y a plus d'avenir, je n'existe plus, il n'y a plus d'autres, il n'y a plus d'avenir, ben, qu'est-ce qu'il y a il y a un temps, il n'y a plus de grand temps, il y a un temps traumatique, il y a un temps mélancolique où tout est foutu,
il y a un temps en urgence où il faut toujours se débrouiller en urgence. Et ce que j'ai découvert assez vite, c'est que ce que les gens de la rue m'ont aidé à comprendre, je me suis aperçu que les gens du centre le vivaient pour eux aussi, et que c'est toute la société qui est précarisée. Mais évidemment, ça se voit davantage aux marges de la société. Mais quand j'ai décrit que les cadres supérieurs pouvaient avoir les mêmes pathologies que les SDF, j'ai des collègues qui m'ont dit « mais tu n'as pas le droit de dire ça ». J'ai dit « si, psychiatriquement, j'ai le droit de le dire ». Peut-être sociologiquement, en tant que marxiste-léniniste, je n'ai pas le droit de le dire, mais psychologiquement, j'ai le droit de le dire. C'est la société. Quand on comprend la marge, on comprend le centre. Les gens marginaux nous apprennent beaucoup sur nous aussi. Alors, la mauvaise précarité, vous le savez, je le dis rapidement, entraîne une perte de la capacité de demande puisqu'il n'y a plus d'autres. Et quand on ne demande plus, quand tout va mal, c'est vraiment difficile. Donc il ne faut surtout pas attendre que la demande vienne parce qu'elle ne viendra pas. Il ne faut surtout pas travailler la demande parce qu'on n'est pas en psychanalyse et on n'est pas avec des névrotiques. Non, il faut porter la demande, aller au-devant de la demande en tant que soi-même et accepter les demandes portées par des tiers et accepter aussi le nom des gens. C'est impératif d'accepter le nom des gens et d'y revenir, et d'y revenir, et d'y revenir. Il y a aussi une rupture des liens qui est très importante, d'où l'isolement. On croit quelquefois que les gens sont isolés, mais ils sont isolés parce qu'ils se coupent. J'ai découvert ça quand j'étais aux enterrements, aux inhumations des gens de la rue extrêmement isolés. Je me suis aperçu que quelquefois il y avait 50 personnes, 80 personnes. Parce que comme ils ne se coupaient plus des liens, tous ceux qu'ils avaient connus venaient à l'enterrement. Une fois sur deux au moins. Il y a des gens qui meurent tout seuls, mais il y a beaucoup de gens. Comment? Mais il était seul. Et puis il y a même l'adjoint au maire qui vient. Il avait une sœur qui habitait à côté. Eh bien oui, c'est qu'il se coupait activement. C'est une rupture active. C'est pas simplement va te faire voir, on veut plus de toi. C'est oui, il y a de l'exclusion. Et en rapport avec cette exclusion, il y a plus que c'est comme ça, il n'y a plus personne. Il peut y avoir des phénomènes paranoïaques, paranoïdes, une perte du grand temps, je l'ai dit. Et alors ça, c'est important, c'est une clinique psychosociale 100% psychique et 100% sociale. Vous voyez, c'est pas comme le 4 quarts, un petit peu de beurre, un petit peu de farine, un petit peu de... Non, c'est 100% psychologique, 100% social, et puis il peut y avoir des pathologies psychiatriques avérées. La bonne précarité, c'est justement ce qui est perdu dans la mauvaise précarité. Dans la bonne précarité, je sais que seul, je ne peux pas vivre. Ni moi, ni un bébé, ni une vieille personne en perte, en dépendance, ni quelqu'un qui est atteint par une maladie ou par les traumatismes de la vie ou de l'exil, ou n'importe qui, vous-même. Je suppose que c'est très dur de vivre seul, sans amis, sans amitié, sans camaraderie, sans voisins, sans personne dans la rue. On a besoin des autres pour vivre, surtout quand on a des besoins. Alors, la précarité rurale, quand je vous ai dit que je n'étais pas un spécialiste, avec Rhizome, effectivement, alors Rhizome, c'est une revue gratuite, vous pouvez vous y abonner gratuitement, elle est sur Internet, vous pouvez même la recevoir sur papier si vous en faites la demande. Je pensais au départ que le ministère payerait 3 ans, et puis il continue, je ne sais pas pourquoi, ça marche, parce qu'ils doivent se rendre compte que c'est utile. On l'a créée en 99, je crois, cette revue, et en 2007, on s'est aperçu qu'on n'avait jamais parlé de la ruralité. Et on s'est aperçu qu'on était incapable d'en parler parce qu'on était incompétent. Alors on a fait un petit groupe, on a invité médecins généralistes des petites villes, des communes rurales, des maires, des collègues médecins ou travailleurs sociaux qui travaillaient dans des zones rurales. Et on a fait un numéro qui est sorti en octobre 2007. Vous pouvez le trouver sur Internet, il est formidable. Je m'en suis inspiré beaucoup. Il y a eu un autre numéro en 2015 qui en parlait, en juillet 2015, et en janvier 2022, vous voyez. Mais voilà. Alors, cette précarité oubliée, elle repose sur une double ignorance, parce que c'est vrai que quand on est ignorant, entre guillemets ignorant, parce qu'on est ignorant actif aussi, mais quand on sait mieux les choses, on est plus concerné. Il y a une double ignorance, c'est que sont devenus les petits exploitants dans la mondialisation et l'industrialisation de l'agriculture et l'irruption des néo-ruraux, qui est une sorte d'exode rural à l'envers. Ces gens des villes qui viennent maintenant vers les campagnes, c'est le contraire de l'exode rural lors de l'industrialisation, qui a été augmenté avec la Covid, évidemment.
Alors que sont devenus les petits exploitants qui ne sont pas devenus des agriculteurs industriels? Eh bien, ils sont... alors, d'abord, dans les espaces ruraux, il y a des espaces plus ou moins riches et des espaces plus ou moins pauvres. C'est ça que j'ai... Il y a des endroits de ruralité où les gens vont bien, il y a de la richesse, mais il y a beaucoup d'endroits où il y a de la précarité et de la pauvreté. Tout n'est pas pareil. Les petits agriculteurs sont submergés de dettes s'ils ont voulu tenter de s'adapter au marché actuel. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir 1 million de dettes, 750 000 euros de dettes, et vous voyez que les salaires et les revenus ne vont pas en proportion. Et je vous parlerai tout à l'heure de quelque chose que j'ai appris au Kerala en Inde. Bon, l'Inde, c'est pareil que la France, hein, on est dans la mondialisation, j'en parlerai tout à l'heure. Donc quand on s'adapte au marché, eh ben, c'est vraiment difficile. On n'arrive pas à payer ses dettes, il y a une précarité économique qui entraîne un isolement. Il y a beaucoup d'hommes seuls dans des logements, dans des déserts médicaux, déserts administratifs, le rôle des mairies. Vous savez qu'il y a une émission à la télé, je ne sais pas si vous la voyez en Belgique, L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré, c'est pour des agriculteurs qui ne trouvent pas d'âme sœur. Et on ne fait pas l'amour est dans le pré, l'amour est dans la ville. Hein. Vous voyez, c'est pour les agriculteurs. Et alors là, on a l'impression que tout va bien, parce qu'un agriculteur qui va tomber amoureux au bout d'un certain temps, il peut choisir entre 3-4 femmes, il est submergé par la beauté ou l'intensité de la relation, il n'a qu'à choisir, ou ça peut être une femme des fois. Mais si on fait l'amour est dans le pré, c'est justement que ça pose un problème. Hein, vous voyez, c'est... De même que... comme je préparais cette rencontre aujourd'hui, pour la première fois quand j'ai acheté du lait bio solidaire, j'achète du lait bio solidaire, et ben, j'ai vu que c'était marqué soutien à nos producteurs pour une rémunération plus juste et des partenariats durables. Ça signifie que normalement les prix sont injustes, les partenariats inconstants et non durables. Ça signifie ça. Hein, ça veut dire que vous faites du lait et vous perdez de l'argent, vous n'arrivez pas à payer vos impôts, à rembourser le matériel que vous avez acheté, etc. Alors voilà, vous avez aussi de l'incurie dans l'habitat, très importante, avec des maisons qui tombent en ruine. Les gens vivent avec leurs bêtes. C'est très classique, peuvent vivre avec leurs vaches, ou la chèvre est dans la maison. Les médecins, les infirmières qui vont à domicile voient ça régulièrement. Refus de quitter la maison. Il y a très peu d'agriculteurs SDF. On peut dire qu'il n'y en a pas. Il y a peut-être quelques SDF dans les communes rurales, mais ce ne sont pas des agriculteurs. Ils restent clochardisés chez eux, si on veut. Il y a quelques couples âgés, etc. Alors, les néo-ruraux, ça existe depuis longtemps. Ça a été aggravé ou accéléré par le Covid. Parmi eux, évidemment, il y a les gens aisés. Ils préfèrent habiter à la campagne parce que c'est mieux, il y a moins de pollution, il y a le bon air, une belle maison rénovée, la résidence secondaire devient la résidence primaire, il y a les champignons, le VTT, le sport en plein air. Bon, ça ne pose pas de problème pour les gens aisés. Hein, c'est chouette. Et puis là, vous avez des migrations subies. On peut vraiment parler de migration, c'est-à-dire le contraire de l'exode rural lors de la première industrialisation. C'est-à-dire que vous avez des personnes rurales qui vont dans les zones rurales parce que c'est moins cher. Donc vous avez des jeunes couples, des retraités, des marginaux très précaires, des chômeurs. Ils vont aller soit dans des lotissements communaux, soit dans des maisons rénovées qu'il faut rénover en permanence. Et alors, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a énormément de crises de couple. C'est-à-dire que vous avez des gens qui pensent qui ont surestimé le lien amoureux. Ils pensent que parce qu'ils s'aiment, ça va marcher. Et en fait, il y a tellement de difficultés concrètes qu'ils rencontrent dans la vie rurale qui ne supportent pas la nouvelle vie. Et il y a des problèmes conjugaux très importants quand il y a des couples, avec la question de la perte de la maison. Qui est-ce qui va garder la maison? Toute la richesse, c'est la maison. Qui va la garder? Qui va partir? Et c'est vraiment très difficile. Il faut 2 voitures, si les gens travaillent. 2 voitures, ça coûte cher. Il faut un entretien constant de la maison. Quelquefois, il y a des familles isolées aussi. Et la question du retour se pose, comme pour les migrants. Est-ce que je vais revenir en ville? C'est plus cher, mais on peut vivre mieux. Il y a plus d'aide, etc. Et au total, quand on regarde les agriculteurs et les néo-ruraux, dans les zones les plus pauvres en France,
Il y a 70% de foyers non imposables. Les foyers non imposables, c'est ceux qui ne gagnent pas assez d'argent pour payer des impôts. Je ne sais pas quel est le niveau de moyenne en France de foyers non imposables, c'est peut-être 30%, je ne me souviens plus. Et là, il y a le double de foyers non imposables. On s'aperçoit que l'économique est le support du respect pour l'activité de ceux qui y participent ou qui en sont exclus. L'économique, ce n'est pas qu'une question de fric, c'est une question d'être inclus dans le sociétal par l'activité qu'on y fait, par le donner-recevoir que suppose une économie. Et quand l'économie est excluante, c'est pas bon à la santé. Alors je vais vous parler du Kerala. Je ne me souviens plus si je suis allé au Kerala, qui est une région, un État du sud de l'Inde. C'est que l'Inde est un État fédératif. Ou si c'était après le congrès de 2011 sur les 5 continents que vous avez dit, Sandrine. En tout cas, j'ai eu l'occasion d'aller au Kerala. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été invité là-bas. Parce que, voilà, la précarité, ça existe par le monde. Et il y a un texte dans le numéro, dans le rhizome numéro de 2012 d'octobre, La mondialisation pour une écologie du lien social. Le Kerala, depuis 2010, avait une épidémie de suicide parmi les paysans. Double du taux de suicide dans les zones rurales et triple taux de suicide dans le Kerala, qui est une fédération, un État riche. Et alors, c'était terrible. C'était une véritable épidémie, surtout des hommes, 75% des hommes. 50% mouraient par pesticides, c'est un comble. On achète des pesticides pour faire pousser les produits et on se tue avec. Le reste par pendaison, pour des problèmes financiers et dépressifs graves. Parce que 70% étaient des petits propriétaires avec 0,8 hectares de propriété. Il y avait eu la sécheresse, mais il y avait eu surtout l'endettement sur incitation, une baisse des récoltes, une baisse des exportations, une baisse des prix. Et les gens se suicidaient parce qu'ils étaient en faillite, parce qu'ils se déprimaient. On a essayé, il y a eu une commission ministérielle qui s'est dit, bon, ben, il faut faire de la santé mentale pour ces gens-là. On a mis les gens largue à main nue aux antidépresseurs, ça a augmenté le suicide. Et heureusement, il est venu en 2006-2007 un gouvernement de gauche et même un gouvernement communiste. C'est le seul gouvernement communiste au monde qui est venu par démocratie. Parce que c'était un État, donc on vote comme en Suisse, comme en Belgique. C'est les communistes qui sont venus au pouvoir. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un moratoire pour les dettes des paysans. C'est-à-dire ils ont fait passer les dettes à court terme à des dettes à moyen et long terme. Le taux de suicide a chuté. Et ça, c'est intéressant parce que les psychologues et les médecins se sont rendus compte que si on agissait sur l'économique, c'était plus intéressant que si on agissait par des antidépresseurs. Parce que c'était vraiment l'économique qui cassait les gens et qui cassait leur possibilité de vivre, leur estime d'eux-mêmes, leur capacité de vivre en famille, de nourrir leur famille, etc. Alors, il reste tout de même, vous voyez, c'est parce qu'on est dans la mondialisation industrialisée, que le prix pour les frais de culture restait chez eux multiplié par 100, alors que le profit était multiplié par 10 ou 15. Donc il y a vraiment un problème actuellement pour les paysans, parce que si on veut suivre la modernisation de l'agriculture, ça coûte plus cher à faire qu'à recevoir les bénéfices. Et dans le rôle de la mondialisation, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des effets anthropologiques dans la mondialisation industrielle qu'il faut prendre en compte en termes de santé mentale. Et c'est vraiment un comble que les gens qui sont là pour nourrir la communauté n'arrivent pas à se nourrir eux-mêmes et finissent par se tuer, etc. Alors, les aides, dans ce cas-là, évidemment, il y a le rapport à l'économie que j'ai cité, mais il y a aussi pas mal d'aides qui se passent, j'ai regardé dans les derniers numéros de Rhizome. Il peut y avoir, bon, il y en a qui font des groupes de parole, mais c'est sur des petites quantités. Il y a des pensions de famille qui ont été créées, des maisons de relais avec des logements indépendants, comme ce qui a été décrit hier à l'analyse de la pratique, avec des espaces collectifs, un grand jardin pour tout le monde,
une part de maîtresse de maison, une part d'animateur pour faire du jardinage, sortir dehors, etc., retrouver la confiance en soi et dans l'avenir. Il y a des équipes mobiles de psychiatrie qui jouent un rôle important. Il y a des PASS qui font dans les hôpitaux, qui essayent d'avoir l'accès à la santé et aux soins. Il y a le travail à réseau. Les visites en domicile sont absolument importantes puisque, comme les gens ne demandent pas, là, les verts s'imposent. Si on ne va pas, comme ils ne sont même pas SDF, on ne les trouve pas dans la rue. On trouve des non-agriculteurs dans la rue, mais les agriculteurs ou les néo-ruraux, c'est chez eux. Donc, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose, c'est quelquefois j'ai logé avec Alain Merkel, que je suis très heureux d'avoir retrouvé. On a fait partie du réseau pendant longtemps. Lui, il est beaucoup plus jeune, il continue encore. Il n'est pas à la retraite. Moi, j'ai pris ma retraite il y a 10 ans, mais je continue encore. Qu'est-ce que je voulais dire là? En tout cas, ceux qui vont à domicile, ils voient ce que c'est. Et celui qui nous en avait le plus appris quand on avait fait ce groupe, c'est un médecin généraliste. Il nous racontait des situations pas possibles. Ah oui, et ce matin, on a logé dans des chambres d'hôtes. La dame qui nous recevait était une ancienne infirmière dans les Alpes. Elle nous a raconté qu'elle allait voir des gens qui vivaient avec leurs vaches, etc. Tout à fait ce que nous avait dit le médecin généraliste, dans un état sanitaire que vous pouvez imaginer, avec les maladies que vous pouvez imaginer, etc. Bon, l'hôpital psychiatrique n'est pas très bien vu par ces personnes, parce que ça fait très stigmatisation. La psychiatrie en hôpital général, en ruralité, quand elle existe, elle est mieux vue. Il y a une expérience à Langogne que j'ai vue, où il y a un dispositif de repérage des situations difficiles, des situations d'alerte, avec un réseau de personnes non professionnelles, des associations, des commerçants, des itinérants, des voisins, des agriculteurs. C'est très intéressant d'avoir un réseau d'alerte avec des non-professionnels et des professionnels, infirmières, kinés, aides à domicile, élus. Et quand il y a une situation qui alerte, eh ben on en parle. À qui de droit? On en parle à qui de droit dans le réseau, qui peut se déplacer, faire une visite à domicile, proposer une aide, etc. Il y a des solidarités paysannes aussi, des associations de solidarité paysanne qui existent. Depuis 1992, j'ai appris, avec 35 associations en France, sur 64 départements, avec des bénévoles qui essayent d'aller voir ce qui se passe, justement quand il y a des situations d'alerte. Et ils ont remarqué une chose que je vous dis, c'est très difficile de repérer les situations pré-suicidaires, on les voit souvent malheureusement après. Il y a une situation pré-suicidaire qui est intéressante, c'est la maltraitance animale. Quand un paysan maltraite ses animaux, c'est qu'il ne va pas bien, manifestement. Soit il n'a plus rien à leur donner à manger, soit il est énervé, il sent de la violence. Donc la maltraitance animale est un indice de souffrance mentale et psychosociale très important. Et alors c'est vraiment un comble que l'agriculteur qui subvient aux premiers besoins de l'humanité ne nourrit plus ceux qu'il a produits. C'est vraiment terrible. Il y a aussi des communautés Emmaüs. Je ne sais pas si vous connaissez les communautés Emmaüs. Il y a des communautés rurales avec des agriculteurs qui vivent à 6 ou 7, qui vivent exclusivement de leur confiture, de leur chutney, de leurs œufs, de leurs poules, de leurs cochons. Ils sont hébergés ensemble. Il y a un aspect social, il y a un aspect d'aide juridique, une aide à la cotisation à la retraite, etc. Les compagnons travaillent, mangent et vivent ensemble avec des encadrants bénévoles et quelques salariés. Et ça remet de la confiance. Donc c'est assez intéressant. Et puis, je m'aperçois que... Oui, et puis, ce qu'on remarque dans ces situations, c'est que la solidarité naturelle agricole a tendance à évoluer grandement. Soit elle joue quand les gens vont mal, mais c'est une solidarité qui finit par être pesante pour les gens qui vont mal, puisque justement ils supportent mal l'aide. Soit la solidarité agricole s'étiole et au fond les gens sont vraiment seuls. Et c'est vrai que
la précarité rurale est invisible, pas seulement parce qu'elle ne nous intéresse pas, mais aussi parce qu'il n'y a pas d'agriculteurs ou de néo-ruraux SDF, sauf si des cas particuliers dans des petites communes, il peut y avoir des SDF, mais ce ne sont pas des agriculteurs, ce ne sont pas des... Je ne sais pas si parmi les néo-ruraux, il y en a beaucoup, je pense que je n'ai pas assez d'expérience là-dessus, mais elle est invisible aussi parce que les gens restent le plus souvent chez eux. Alors ce qu'il faut savoir, je crois qu'Alain Merquel en parlera tout à l'heure, le rapport à l'autonomie, il ne faut pas avoir une vision idéologique de l'autonomie. Bon, il va mal, il refuse de l'aide, il récuse même l'aide que je lui propose. Eh bien, écoutez, voilà ma carte, appelez-moi quand vous aurez besoin de moi. C'est comme si on disait à un cancéreux, appelez-moi quand vous serez guéri. Non, quelqu'un qui a une maladie grave, on lui dit, écoutez, il faut absolument vous faire une chimio. C'est difficile la chimio, mais vous avez, je sais pas, 40%, 50% de chance d'aller mieux, etc. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'aide soit la demande soit portée par les aidants ou par les voisins ou les gens des réseaux qui disent, il faut aller voir monsieur, madame un tel parce qu'il va mal. Il ne faut pas avoir une vision idéologique de l'autonomie parce que justement, quand on va mal, on n'a pas l'autonomie, on a la capacité de se couper des autres, mais se couper des autres, c'est pas être autonome. Être autonome, c'est la capacité de dire oui et de dire non. Et quand on a la capacité de dire non, c'est plus autonomie. Voilà. Écoutez, je m'aperçois que j'avais pas grand-chose à vous dire au fond. Vous voyez, tout ce que je voulais vous dire, c'est ça. Peut-être que ça fera plus de temps pour la discussion, parce que sinon je pourrais délayer maintenant. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je me demande si je peux encore dire quelque chose. Si, il y a peut-être quelque chose qu'il faut que je vous dise. C'est que quand les gens, c'est important, ça, c'est quelque chose que le syndrome d'auto-exclusion m'a appris, mais surtout que écouter ceux qui accompagnent les gens en grande exclusion m'ont appris, comme les gens en grande exclusion congèlent leur moi pour ne plus souffrir d'autrui et de soi-même, pour ne plus souffrir de la souffrance sociale, la seule manière, c'est de se couper de soi. Comme ça, on est anesthésié, on ne sent pas non plus les maladies, on ne sent pas les douleurs, on ne sent pas un ulcère. J'ai même eu une femme un jour qui a accouché, elle n'a pas eu mal quand elle a accouché. Vous voyez, je ne sais pas si certains d'entre vous ont accouché. Moi non, mais j'ai vu ma femme accoucher. Je sais que même quand on est aidé pour l'accouchement, on sent l'accouchement. Et ben, j'ai vu une femme qui était en syndrome d'auto-exclusion. On m'a dit, il faut vraiment l'hospitaliser. Elle est peut-être enceinte en plus. Elle était tellement maigre. Elle a accouché dans la nuit. Elle a cru à la limite qu'elle avait eu des coliques néphrétiques. Vous voyez, et donc ça veut dire que quand on ne sent pas son corps, on a du mal à habiter son corps, donc on a du mal à habiter tout court. Et comme un individu isolé n'existe pas, un individu, ça existe pour la modernité. Nous sommes des individus, des sujets. Mais un individu isolé, c'est une fiction absolue. Donc, quand quelqu'un s'individualise à l'excès, en se congelant, c'est celui qui vient l'aider qui va recevoir dans son ventre, dans sa respiration, le malaise. C'est pour ça que j'ai décrit que le malaise de l'intervenant fait partie de la clinique psychosociale. Si vous êtes en situation de malaise, quand vous aidez quelqu'un, quand vous allez visiter quelqu'un, si vous êtes à ce moment-là en train de divorcer, si vous avez votre maman qui est en train de mourir, si vous avez un gros souci, c'est peut-être votre problème. Hein. Faut discriminer ce qui vient de vous et ce qui vient des personnes que vous rencontrez. Mais si vous allez ordinairement bien et que vous sentez d'un seul coup que vous avez du mal à respirer, que vous avez une boule dans la gorge, que vous avez envie de regarder par la fenêtre, que vous avez envie de prendre des vacances, voyez, eh ben, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe que cette personne... eh ben, c'est ce qui se passe, c'est que son malaise anesthésié se trouve dans votre entité psychosomatique. Nous sommes les réceptacles de la souffrance anesthésiée des gens que nous rencontrons, qu'ils soient, pour le coup, citoyens des villes ou citoyens ruraux.
Donc il faut savoir que c'est peut-être pour ça, des fois, qu'on n'a pas trop envie de continuer avec eux et qu'on leur dit, bon, bah, écoutez, quand ça ira mieux, on verra, ou allez voir un tel. Si on est médecin, on dit allez voir l'assistante sociale. Si on est assistante sociale, allez voir un médecin. Mais bon, c'est très, très important de se rendre compte qu'on est en malaise. Alors moi, je vous dis comment je faisais quand j'étais jeune, quand j'étais en malaise. Parce que je sentais, quand j'étais en malaise avec des situations difficiles, c'était pas avec des ruraux, mais comme une fois qu'on est avec quelqu'un qui est dans la mauvaise précarité, coupé de lui, c'est pareil, quelle que soit sa situation, une fois qu'on est en rapport, je me coupais de la situation et je revenais à moi-même, comme si j'étais seul. Et les gens disaient, mais le docteur Furtos, il dort. Non, je ne dormais pas, je me reconnectais à moi-même pour rester vivant. Parce que si on ne reste pas vivant, on ne peut pas aider les gens à rester vivants. Et à un moment donné, je revenais à moi-même et je pouvais dire quelque chose d'intéressant qui aidait la situation. Donc c'est très important, si vous sentez que vous avez du mal à respirer, que vous avez un malaise, une angoisse, vous voyez ce que vous pouvez faire, vous allez en parler avec une collègue, vous buvez un petit café, vous parlez avec vous-même, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'on peut se parler à soi, hein, on est au moins deux à l'intérieur de nous. On est au moins deux. C'est ce que Lacan appelait la division du sujet. On peut se parler à soi-même. Mais qu'est-ce que tu fais, mon petit vieux? Ça va plus, là, la tête, qu'est-ce que tu fais, etc. Ah oui, c'est parce que depuis qu'elle t'a dit ça, cette dame, Donc c'est très très important d'accepter d'être mal à l'aise dans cette clinique et d'en parler aux collègues. De l'écrire aussi, de l'écrire. Et ça nous aide. Et dans ce cas-là, c'est ce que nous sommes les banquiers affectifs de ceux que nous aidons. Comme vous voyez, nous sommes le banquier des émotions et des pensées refoulées et anesthésiées. Et nous devons faire quelque chose. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand on en fait quelque chose à l'intérieur de nous, les gens se modifient à l'extérieur d'eux. 5 minutes? Non, mais pour vous donner un exemple en 1 minute de comment ça aide de parler des cas difficiles. Alors, il y a l'analyse de la pratique, évidemment, comme on a fait hier, comme on fera demain aussi. Mais il y a parler à ses collègues, parler à soi, écrire, parler à son thérapeute, si on a un thérapeute, parler en famille. Un jour, j'ai fait une analyse de la pratique à Médecins du Monde. Il y a une infirmière qui a dit « Oh, heureusement que vous êtes là, monsieur Furtos, je ne vais plus emmerder mon homme le soir quand je rentre à la maison. » Parce que c'est vrai que quand on voit des gens tellement difficiles, qui souffrent tellement, on en prend, entre guillemets, plein la gueule, quoi. Et il faut absolument qu'on en parle pour ne pas tomber malade, pour pouvoir manger, dormir, garder sa libido, etc. Si on n'en parle pas, on tombe malade, littéralement. Vous voyez. Et c'était quand j'étais jeune psy, au CMP, il y avait une infirmière qui recevait une adolescente qui était mutique. Elle venait, puis elle était envoyée par ses profs, elle venait. Ça a duré depuis quelques semaines. Elle en parle. Et elle en parle, on parle avec elle, je ne sais plus ce qu'on a dit, mais on a dit des choses. Le coup d'après, l'infirmière reçoit cette gamine, elle se met à parler. Pour moi, ce n'était pas par hasard, c'est l'infirmière s'était modifiée parce qu'elle avait parlé de ce mutisme, et l'infirmière modifiée avait fait que la gamine s'était modifiée. Donc c'est très important que nous nous rendions compte que nous sommes habités par la souffrance de l'autre. L'autre habite la relation, il habite même notre corps. S'il a du mal à habiter sa grange, son lotissement, il habite notre corps et on n'est pas habitué. Alors l'empathie, c'est une chose, mais être habité inconsciemment par... Vous voyez. Donc il faut pouvoir faire quelque chose d'être habité par celui qui est en grande précarité et qui ne peut plus s'habiter lui-même. Et ben, c'est faisable. Ça fait partie du boulot. Voilà, je vous remercie.